Une rencontre inquiétante dans une nouvelle maison. Si vous avez faim, il est peut-être temps de commander une pizza sur Uber Eats ou quelque chose de similaire. Mais qui sait, cela pourrait mal tourner pour la personne qui reçoit la nourriture ou pour le livreur. Découvrons ensemble. Alors, mettez-vous à l'aise et laissez l'obscurité prendre le contrôle. Mon père a eu beaucoup de métiers dans sa vie. Il a été vétérinaire, boucher, fermier, cadre dans une centrale électrique et prédicateur. Lorsqu'il dirigeait son usine de transformation de viande, il faisait des livraisons à domicile pour certains de ses clients. Un jour, quand j'avais 7 ou 8 ans, il a fait une livraison sur le chemin du retour depuis l'usine. Il est entré, s'est nettoyé, et pendant que nous étions assis pour dîner, il a commencé à parler de la livraison étrange qu'il avait faite. La maison où il est allé était nouvellement construite, appartenant à un jeune couple avec un fils d'environ 5 ans de plus que moi. Quand mon père est arrivé avec la livraison, ils l'ont invité à entrer. Mon père, un type très amical qui ne refuse jamais une invitation à entrer, bavarder et partager une bière, a commencé à parler avec le couple de leur fils. Il a commenté que l'enfant était très étrange, mais il a attribué cela au fait que l'enfant traversait probablement la puberté. Cependant, il a remarqué quelque chose de vraiment étrange. Les parents ne laissaient jamais l'enfant seul dans aucune partie de la maison. S'il entrait dans sa chambre, la mère se levait et y allait avec lui, ou le père se tenait juste devant la porte. L'autre chose qu'il a noté, c'est que chaque porte avait une serrure nécessitant une clé pour fonctionner. Placard, salle de bain, chambre, toutes les portes. Il trouvait cela tellement étrange qu'il en a parlé à un ami travaillant au DCFS, département des services à l'enfance et à la famille, mais rien n'a été fait à ce sujet. On lui a simplement dit de surveiller la situation. Il en a également parlé au médecin de l'enfant, qui a répondu la même chose, de surveiller, mais rien n'a été fait, autant que je sache. 10 ans ont passé et l'enfant était maintenant un lycéen. C'était un adolescent normal et calme. Puis, un matin, nous avons vu aux informations que cet adolescent normal et calme avait pris un calibre 22 et avait tiré une balle à l'arrière du crâne de ses parents. Lorsque l'on a finalement demandé au garçon pourquoi il l'avait fait, il a répondu qu'il avait échoué à un cours et craignait que ses parents ne le laissent pas aller camper avec ses amis ce week-end-là. Les avocats ont évalué le cas. Des questions ont été soulevées sur l'aménagement de la maison, mais il n'y avait aucune preuve de maltraitance. Le plus effrayant, c'est qu'il n'y avait apparemment aucun signe de lutte de la part des parents. La mère et le père étaient assis l'un à côté de l'autre. Il a dit qu'il avait tiré sur l'un, puis sur l'autre, mais il n'y a eu ni fuite ni tentative de se cacher. Simplement bang bang, et les deux étaient affalés sur le canapé. Mon père se demande souvent si les parents savaient que leur fils était perturbé et que les serrures et leur comportement n'étaient pas destinés à abuser de lui ou à faire quelque chose de sinistre, mais à se protéger de lui. La livraison de pizza qui a failli. Tournée au drame. J'ai commencé à travailler comme livreur de pizza dans une petite ville en pleine croissance du Michigan. C'était un bon boulot, mais de temps en temps, je faisais des livraisons dans des endroits incroyablement incomplets. Une nuit, on m'a pointé des fusils de chasse. Il y a environ 2 mois, je faisais une livraison un vendredi soir. En général, les vendredis sont très chargés, mais ce jour-là, c'était un peu lent. Donc, quand une commande est arrivée à 20h30, une demi-heure avant la fermeture, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai remarqué que c'était à 11,4 km de distance. Cela signifiait que tous les travaux de fermeture seraient terminés à mon retour et que je pourrais partir immédiatement. C'était loin de la ville, dans un quartier entouré de bois. Mais encore une fois, il n'y avait pas de travail en ville, donc cela me semblait être une bonne affaire, et j'aime ce genre de trajet. Je suis donc monté dans ma voiture et j'ai conduit les 11,4 km. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. La maison était dans un petit quartier de type parc de maisons mobiles, à côté d'un lac, avec des maisons bien espacées les unes des autres, probablement avec un problème de drogue, et il faisait complètement noir. Il n'y avait pas de lumières allumées nulle part, et il y avait une seule voiture dans l'allée et une fenêtre ouverte sur le côté de la maison. Je me suis garé derrière la voiture dans l'allée et je suis resté là un moment. Quelque chose n'allait pas. La maison était complètement noire. Je veux dire, il n'y avait même pas de veilleuse visible. D'habitude, quand je livre à une maison sombre, il y a au moins une lumière allumée à l'étage ou quelque chose qui indique que quelqu'un est réveillé et attend sa pizza.
Mais la maison semblait morte. Cependant, j'ai mis la voiture au point mort, j'ai éteint le moteur, pris la petite pizza la moins chère que nous avions et je suis sorti. Sans les lumières allumées, il n'y avait rien, je pouvais à peine voir la maison. La seule lumière était celle de la faible lune. J'ai marché jusqu'au porche, passé la grande fenêtre ouverte, jusqu'à la porte d'entrée. En arrivant à la porte, j'ai vu qu'elle était légèrement entrebâillée, suffisamment pour voir l'intérieur vide de la maison. Pensant à chaque film d'horreur que j'avais vu, je me suis dépêché de retourner à ma voiture. Je suis un petit gars bien bâti, mais malgré mes épaules larges et mon sweat à capuche ample, je suis fragile et à peine capable de lutter contre un petit chien. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, mes phares ont illuminé la maison et presque simultanément, les lumières du salon derrière la grande fenêtre ouverte se sont allumées. Un seul type a regardé dehors et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Je pesais mes options. Si j'allais à la porte, je pourrais mourir. Si je ne le faisais pas, je pourrais être renvoyé. Cela signifiait plus de nouvelles pièces pour la voiture, pas d'argent pour l'essence, pas de rendez-vous mignon avec ma copine assise à la maison faisant des travaux scolaires virtuels. J'ai mis la voiture au point mort et je suis sorti pour que mon moteur continue de tourner, de sorte que si j'en avais besoin, je pouvais reculer et partir immédiatement. J'ai marché jusqu'à la porte. L'homme était là, il l'a ouverte complètement en s'approchant. Je l'ai bien regardé. Je ne devrais pas juger une personne sur son apparence physique, mais la tête de ce type était bien rasée et couverte de tatouages. Il portait un pantalon gris et un t-shirt blanc. Il fronçait les sourcils et me fixait dans les yeux. J'ai regardé au-delà de lui pendant un moment, vers la maison qui était complètement vide. En m'approchant suffisamment pour commencer à ouvrir le sac de pizza, il a commencé à tendre la main vers sa taille. Je me suis arrêté. Il me regardait avec le sourire le plus maléfique que j'ai jamais vu. À ce moment-là, j'ai su que j'étais sur le point de mourir. J'avais toujours entendu dire que ta vie défile devant tes yeux et j'ai pensé à ma copine, qu'elle ne saurait pas ce qui s'était passé, que mon travail cesserait d'exister avec ma disparition, en supposant que mon corps ne serait jamais retrouvé. Mon père regretterait de m'avoir dit qu'il était content que j'ai obtenu ce travail. Dieu me protégeait. C'est alors que je l'ai entendu, le son distinct du gravier sous les pneus. Ma seule chance, pathétiquement petite, de m'échapper était de partir en roulant et je n'ai même pas regardé la voiture pour savoir ce qui se passait. Je me souviens que la partie de ma voiture qui était endommagée était le frein à main. J'ai regardé l'homme et j'étais sur le point de dire « Au diable avec toi » quand il a regardé vers ma voiture. J'ai alors entendu le bruit d'une voiture roulant, se rapprochant. Les yeux du type se sont déplacés de l'allée derrière moi. J'ai finalement regardé par-dessus mon épaule. Ma voiture avait reculé et s'était arrêtée doucement près de la boîte aux lettres de la maison. J'ai regardé le type qui avait une expression nerveuse. Il m'a regardé, a froncé les sourcils de nouveau et a retiré sa main de sa taille. Il a tendu la main dans sa poche avant, sorti $12 et me les a donnés. Je lui ai donné la pizza et l'ai vu fermer la porte brusquement. J'ai couru vers ma voiture, ouvrant pratiquement la porte en essayant d'entrer. J'ai regardé vers la maison et l'homme était debout à la fenêtre avant, me regardant. Tu peux parier que j'ai presque fait tourner ses pneus tout le long pour sortir de là. J'ai continué à regarder mes rétroviseurs jusqu'à ce que je commence à conduire sous quelques lampadaires. C'était facilement le moment le plus effrayant que j'ai jamais vécu. Je l'ai raconté à mon patron et il a appelé la police. Nous n'avons jamais rien entendu à ce sujet. Je suppose qu'ils sont allés à la maison et n'ont trouvé qu'une petite pizza au fromage. J'ai commencé à porter un couteau tout le temps et mon patron envisage d'acheter des trackers pour nos sacs de pizza. Ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que c'était une sorte d'effet papillon. Je pensais que la pire chose qui me soit jamais arrivée était que ma transmission se soit cassée. J'ai maudit Volkswagen pour avoir conçu une transmission automatique si terrible. Mais si cette transmission fonctionnait encore, j'aurais encore eu cette voiture quand cela s'est produit. Et j'aurais garé la voiture et elle serait restée là pendant que ce qui s'est passé, s'est passé. Je n'ai aucun doute que cet homme avait l'intention de me tuer. Ainsi, l'ingénierie allemande de B m'a sauvé la vie d'un meurtre. L'assassinat étrange et une livraison de pizza inquiétante. Il y a environ 12 ans, dans la banlieue de Bâton Rouge, il y avait un tueur en série en liberté. La blague courante dans notre magasin était que c'était l'un de nous, car les meurtres se produisaient dans et autour de notre zone de livraison. Il y avait un motel, à côté d'un complexe industriel isolé, juste à côté de l'autoroute. Tout le monde détestait devoir y faire des livraisons
parce que c'était principalement des personnages louches ou des camionneurs, et aucun d'eux ne donnait de pourboire. J'ai été coincé pour y aller vers 11h du soir un vendredi soir. En m'approchant de la chambre, j'ai vu que la porte était légèrement entr'ouverte. J'ai frappé et dit « Bonjour » sans obtenir de réponse. À travers l'entrebâillement, j'ai vu une personne assise. J'ai poussé la porte pour l'ouvrir un peu plus. C'était une femme nue, échevelée, d'âge moyen, attachée à une chaise, les yeux bandés et bâillonnés. Elle a hoché la tête comme si elle reconnaissait ma présence et a tourné la tête en direction de la table de chevet. Il y avait une note et de l'argent dessus. J'ai regardé dans la pièce, je n'ai vu aucun signe de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de la personne qui l'avait attachée. J'ai lu la note, elle disait quelque chose comme « C'est notre 20e anniversaire et c'était mon fantasme. Regardez tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas et gardez la monnaie. PS. Mon mari se cache et observe, alors n'essayez rien. » Il y avait un pourboire de 20 $. Je pensais certainement que ce serait ma dernière livraison. J'ai pris l'argent, laissé les pizzas sur le lit et suis sorti lentement. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Heureusement, il n'y a pas eu de meurtre cette nuit-là. Je suis un livreur de pizza et cet incident en particulier me laisse encore perplexe à ce jour. C'était une soirée de fin d'été, vers 22h30, en août, il y a 2 ans. Je faisais une livraison dans un quartier riche. En général, la zone était bien éclairée, mais il y avait des zones d'ombre partout. En naviguant à travers des groupes d'appartements, j'ai trouvé l'un de ces points peu éclairés où je devais compter sur les phares de mon véhicule pour localiser le bon numéro de bâtiment. Mon attention était complètement absorbée par la recherche de l'adresse correcte, me rendant quelque peu inconscient de mon environnement. À seulement 1,5 m de mon véhicule, il y avait 2 personnes au milieu de la rue. À ma grande surprise, elles étaient complètement nues. Ce n'était pas une vue alarmante, mais plutôt une qui m'a laissé complètement déconcerté. Elles semblaient absorbées par la présence de l'autre, échangeant des regards sans bouger d'1 centimètre. Bien que la vue ne m'ait pas mis mal à l'aise, elle a suscité de nombreuses questions dans mon esprit. Cependant, j'avais un travail à terminer, alors j'ai manœuvré autour du couple immobile et je me suis dirigé vers l'adresse du client. En arrivant à destination, j'ai attendu que le client arrive, gardant un œil attentif dans mon rétroviseur pour m'assurer que le couple nu ne s'approchait pas de moi ou ne causait pas de problème. Mais au fil des minutes, l'anxiété grandissait. Finalement, le client a ouvert la porte. Je lui ai rapidement remis la pizza tout en gardant une vigilance discrète sur le couple. En quittant la maison du client, j'ai regardé en direction du couple nu, mais ils avaient disparu sans laisser de traces. C'était comme s'ils s'étaient évaporés. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé, et cela reste un mystère pour moi. Je me demande encore ce que j'ai vu ce jour-là. Il y a eu d'autres moments inquiétants en tant que livreur de pizza. Une fois, je livrais dans une zone de la ville notoirement dangereuse. L'endroit était connu pour ses problèmes de méthamphétamine, et c'était une ville universitaire où les livraisons de pizza étaient courantes. J'ai été témoin de nombreuses scènes troublantes, comme des enfants en couche me donnant de l'argent parce que l'unique adulte était assoupi dans un coin. Une autre fois, je livrais dans une fraternité où des étudiants riches et ivres se moquèrent de moi et me donnaient un pourboire ridiculement bas. J'ai également travaillé chez Pizza Hut où un collègue avait été assassiné en fermant le restaurant. Nous croyions que l'endroit était hanté par son esprit. Une nuit, nous avons entendu des pas au-dessus de nous et vu de la poussière tomber du plafond avec chaque pas, mais il n'y avait personne. J'ai vu une silhouette avec un vieux t-shirt Pizza Hut au comptoir, mais elle a disparu dès que j'ai tourné le dos. Mon collègue a dit que c'était probablement Randall, le fantôme du collègue assassiné. Enfin, j'ai eu des rencontres avec des clients obsédés, comme un homme qui me harcelait constamment et m'attendait devant la boutique. Il était sous l'emprise de l'héroïne et voulait toujours me donner 100 $ pour une commande de 40 $. Il volait des téléphones portables et criait sur ses cousins pendant que j'attendais qu'il trouve de plus petites coupures. Heureusement, je ne l'ai plus jamais revu après avoir refusé sa dernière commande. Une rencontre effrayante en voyage. J'étais en déplacement professionnel, alors je me suis offert un repas de mon restaurant préféré. Le livreur est arrivé et a insisté pour entrer chez moi pour livrer la nourriture et recevoir le paiement. J'ai dû refuser fermement plusieurs fois, en espérant que mes voisins m'entendent. Finalement, il a accepté de traiter le paiement dans le couloir, mais il marmonnait tout le temps. Effrayé, j'ai verrouillé ma porte à double tour après son départ et je me suis senti mal à l'aise toute la nuit. J'aurais dû le signaler au restaurant, mais j'étais trop choqué pour y penser. Plus tard,
en essayant de dormir, j'ai entendu des grattements à la porte d'entrée, comme si quelqu'un essayait d'entrer. La sonnette a retenti à 3 heures du matin, mais il n'y avait personne. Le vent semblait murmurer mon nom, se mélangeant au murmure du livreur. Le lendemain, j'ai découvert que mon nom était gravé sur la porte extérieure. Je ne sais toujours pas si c'était le livreur ou autre chose, ni ce qu'il voulait réellement cette nuit-là. Le conducteur de pizza perturbé. Il y a des années, je travaillais pour l'une des principales chaînes de pizzeria. À la fin de la nuit, il ne restait plus que le chef de car et 2 livreurs. Le premier livreur lavait la première série de plats, puis rentrait chez lui environ 1 ou 2 heures avant la fermeture, selon la charge de travail de la nuit. Ensuite, il ne restait plus que le chef de car et le livreur de fermeture pour effectuer le nettoyage final. Personne ne voulait faire les fermetures car ils préféraient venir pendant les heures de pointe, gagner de l'argent et partir sans avoir à faire le nettoyage. Cependant, il y avait ce gars, un militaire à la retraite, célibataire, qui remplissait le minimum d'heures requis. C'était un individu très étrange, comme j'ai appris après avoir travaillé avec lui pendant un certain temps. Il avait aussi des problèmes extrêmes de colère et d'agression, des manies et des comportements sociaux particuliers. Il ressemblait à l'enfant du lycée que tout le monde harcelait, mais quand quelqu'un essayait d'être gentil avec lui, il devenait soit agressif, soit tellement étrange que vous regrettiez d'avoir été gentil avec lui. Il avait aussi des croyances très fortes sur la façon dont il devait être traité en ce qui concerne les interactions avec les clients. Il devenait vindicatif ou passif-agressif envers ceux qu'il pensait lui avoir causé du tort. Les autres employés faisaient de leur mieux pour le contrarier car il réagissait de manière tellement dramatique. J'avais pitié de lui, mais il méritait parfois ce traitement, car il essayait toujours de saboter les autres employés pour obtenir une meilleure direction de pourboire. En tant que livreur de fermeture, il vérifiait toujours ses commandes et préparait la monnaie. Si une commande était de 19,25 $, il mettait les 75 cents dans sa main avant d'aller à la porte. Si on lui donnait 20 $ en lui disant de garder la monnaie, il essayait de leur rendre la monnaie en disant « Non merci, vous en aurez peut-être besoin pour un autre moment ». Parfois, il disait même « Vous en aurez besoin pour un autre achat ». Cela agaçait les clients qui se plaignaient souvent. Il était tellement obsédé par cela qu'il apportait un distributeur de pièces de monnaie en métal et achetait des rouleaux de monnaie pour le garder plein. Quand nous faisions les horaires, il était programmé 1 heure après la fermeture pour faire les livraisons et nettoyer. Il voulait des semaines complètes de 40 heures et faisait tout pour rester plus tard, même s'il voyait que nous allions sortir plus tôt. Il apportait une brosse de nettoyage de chez lui et prenait un temps extrêmement long pour nettoyer chaque plat, juste pour s'assurer qu'il finirait plus près de l'heure de fermeture. S'il voyait que nous étions prêts à partir 10 minutes avant l'heure de fermeture, il renversait délibérément le seau de la serpillière et prenait 1 heure pour le nettoyer, ou prenait plus de temps en prétendant avoir une erreur dans ses comptes. Une fois, il a refusé un pourboire, ce qui a tellement énervé un client que ce dernier a jeté la monnaie à la porte. Le client s'est plaint et il y avait de la monnaie éparpillée sur tout le porche. Les autres employés lui ont tendu des pièges, comme suspendre les pinces à 12 pieds du sol pour le voir devenir fou et chercher une échelle. Il était tellement obsédé par le détail qu'il nettoyait même chaque tranche de pizza pour enlever le pepperoni coincé dans les coupures. Travailler avec lui était un cauchemar. Personne ne voulait être seul avec lui, mais il voulait les horaires que personne d'autre ne voulait. Je travaillais avec lui 5 ou 6 fois par semaine pendant des mois. Je me sentais souvent en insécurité avec lui. Il était gentil avec moi parce que j'étais le seul à lui parler, mais je regrettais de l'avoir fait. Si je mentionnais quelque chose que j'aimais, il allait au-delà pour me l'apporter, ce qui devenait rapidement inconfortable. Un jour, j'ai mentionné que j'aimais les gobelets Starbucks, alors il a commandé en ligne des gobelets en plastique transparent avec des couvercles et des pailles, puis les a apportés en pensant que je pourrais les vouloir. Quand j'ai refusé, il est devenu rouge de colère. Il y avait aussi une fois où j'ai mentionné que j'aimais les pâtes de Domino. Lors de sa prochaine livraison, il a disparu pendant un long moment. Il était allé chez Walmart pour acheter tout ce qu'il fallait pour faire des pâtes, y compris une bouilloire électrique. Il a tout préparé à la table des livraisons, mais j'avais déjà mangé. Quand j'ai refusé de manger ses pâtes, il a été énervé toute la nuit. Travailler avec lui était une série d'incidents étranges. Une fois, il a suivi mon petit ami et moi au restaurant IHOP après le travail et a essayé de s'asseoir avec nous. Mon petit ami l'a gentiment rejeté, mais il s'est assis dans une cabine derrière nous
et à monter le volume de sa musique. Je m'excusais auprès de lui, mais il m'ignorait. Je me cachais souvent de lui pour éviter ses crises de colère. J'avais tellement peur de nettoyer la boutique trop tôt, car il arrivait souvent 15 minutes avant la fermeture et voyait que tout était déjà fait. Cela le rendait furieux. J'ai même payé un autre livreur de ma poche pour rester plus tard et m'aider, juste pour ne pas être seul avec lui. Il m'a raconté ses histoires personnelles bizarres, comme sa pratique des exercices de Kegel, et ses aventures avec une petite amie prostituée à l'étranger et bien d'autres détails inappropriés. J'ai essayé de rester poli, mais c'était trop. Finalement, il a été licencié après avoir heurté un poteau en sortant du parking d'un club de striptease. Les plaintes à son sujet étaient prises au sérieux et il a été renvoyé. J'étais soulagé. Mais après tout, ce temps passé avec lui, j'espérais que personne d'autre ne souffrirait comme moi. J'ai fini par quitter ce travail, malgré le bon salaire, car la situation était devenue intenable. La livraison de pizza effrayante. Il y a environ 12 ans, dans la banlieue de Bâton Rouge, il y avait un tueur en série en liberté. La blague courante dans notre magasin était que c'était l'un d'entre nous, car les meurtres se produisaient dans notre zone de livraison. L'Angel's Pizza, c'est le nom de notre restaurant, offre certaines des meilleures pizzas de la ville. Les nuits ne sont pas toujours occupées et j'ai quelques minutes à tuer ici et là entre les livraisons. J'apporte donc mon ordinateur portable au travail, j'écris de la musique et je joue occasionnellement aux échecs pour passer le temps. C'était un samedi soir et étonnamment, il n'y avait pas trop de monde. Vers 23h, une livraison est prête. Mon patron me remet la nourriture et je sors par la porte arrière vers ma voiture. Un court trajet de 7 minutes est motivé par l'arôme délicieux de la pizza au bacon canadien avec des champignons frits et les cris de ma musique, ce qui me donne une brève montée d'adrénaline et m'enthousiasme pour la dernière livraison de la nuit. J'arrive à l'adresse qui est l'Héritage Inn, le seul hôtel de notre ville d'environ 9000 habitants. L'endroit est situé à la périphérie de la ville, et c'est un hôtel de 2 étages de style décontracté, avec un attrait pas très vibrant. Le bâtiment est fait de briques monotones régulières, espacées de fenêtres normales et ennuyeuses tous les quelques pieds, et le toit est recouvert de tuiles brun foncé. La nuit, il a l'air encore plus terne, et ce soir, le parking est presque vide mais éclairé par quelques lampadaires à moitié tamisés, ce qui lui donne une sensation déconcertante. Cette sensation me donne envie de placer stratégiquement les clés de ma voiture entre mes doigts au cas où. Je me gare à l'entrée, qui a la caractéristique la plus attrayante de l'extérieur du bâtiment, une avancée de 9 pieds. J'entre dans l'hôtel par une porte simple et me dirige vers la réception pour informer la réceptionniste que je monte. Il me faut un moment pour lire l'écriture sale indiquant la chambre sans teint. Elle me dit que c'est à droite du bureau, par une porte qui mène à la caractéristique la plus frappante de tout l'hôtel, la piscine. Elle est magnifique la nuit, vide et calme, avec la lumière tamisée se reflétant dans l'eau sur les murs beiges. C'est une ambiance presque surréaliste et effrayante, et pourtant elle semble si attrayante. Je descends le couloir, passant devant des distributeurs automatiques obsolètes et par la buanderie sombre et bruyante. Le couloir est long et peu éclairé, comme tout le reste. Heureusement, la porte de l'escalier est juste après la buanderie, directement à droite. En montant les escaliers, je ne peux m'empêcher de penser à l'histoire que j'ai entendue sur cet hôtel. Qu'elle soit vraie ou simplement une histoire, elle me donne toujours une sensation effrayante. Un meurtre aurait eu lieu ici. Une femme de ménage faisait sa ronde quotidienne dans une chambre, je ne sais pas laquelle, et a trouvé les draps des 2 lits trempés de sang. La police a été informée, mais personne n'a été trouvé dans la chambre et aucun corps n'a été découvert dans l'hôtel. Il y avait plus dans l'histoire, mais je ne pouvais pas m'en souvenir, probablement parce que j'étais terrifié par la nature et l'ambiance de l'hôtel cette nuit-là. Quoi qu'il en soit, la seule chose qui me vient à l'esprit, ce sont des images d'un cadavre pourrissant sous un lit ou sous le plancher. J'arrive en haut des escaliers et je vois la chambre numéro 101 à travers la fenêtre en verre. Une sensation de soulagement m'envahit, sachant que je n'aurai pas à descendre un autre couloir sombre. J'ouvre la porte du couloir et me tiens devant la chambre. Je regarde autour de moi aux 2 extrémités du couloir pour m'assurer que je ne suis pas seul. Je balance prudemment la pizza et le sac avec un bras et le ticket de commande dans l'autre main, juste au moment où la porte s'ouvre lentement, révélant un couloir sombre qui s'enfonce davantage dans la chambre. Une brise froide effleure ma peau et un frisson me parcourt l'échine.
Ce n'est pas seulement l'air froid qui me fait trembler, mais la silhouette inquiétante que je vois bouger derrière la personne qui ouvre la porte. La lumière clignote, et pendant un moment, je crois voir une autre présence spectrale se glisser dans l'ombre. L'homme devant moi sourit largement, ses yeux brillants d'un éclat qui ne semble pas complètement humain. « Tu es sûr de ne pas vouloir entrer ?» insiste-t-il d'un ton qui suggère que ce n'est pas vraiment une question. Mon cœur bat à tout rompre et chaque fibre de mon être me crie de fuir. Je fais un pas en arrière, refuse poliment et referme rapidement la porte. Alors que je m'éloigne à grands pas, l'écho d'un rire lointain me suit dans le couloir, me confirmant que cette livraison sera inoubliable.